Congolais, Congolaise, on se parle vrai. Nous avons des terres fertiles, des minerais stratégiques, une jeunesse dynamique, mais nous importons presque tout. Alors, la question est simple. Pourquoi un pays aussi riche comme notre pays, comme la RDC, importe plus, consomme plus que ne produit? C'est ça le sujet du jour. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau l'expert en finance, M. Ngenge Chimo. M. Ngenge, bonjour. Bonjour, M. Mouba, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Et merci pour l'invitation surtout. Merci. Pouvez-vous vous présenter et entamer directement la première question? Est-ce que c'est vrai que nous sommes devenus une économie de consommation? Ok, merci. Je commencerai comme vous avez dit. Je suis Monsieur Ngenge Mambishimo. Oui. Je suis un ancien de l'université de Kinshasa, dans la faculté prestigieuse université de Kinshasa. Vraiment. Dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Voilà, collègue. Voilà. Donc, je fais l'économie monétaire. Oh, oui. Et actuellement, je suis quelque part dans une banque commerciale. Et voilà, en quelques lignes, excusez-moi, si je pouvais me présenter. Alors, par rapport à la question, vous avez dit, je ne sais pas si vous pouvez peut-être revenir. La question, est-ce que vrai que nous sommes devenus une économie de consommation? Go. Okay. Merci beaucoup, M. Moba, par rapport à la question. Si je dois dire ou répondre à votre question, je dirais, en 1960, lorsque nous avons eu notre indépendance, l'économie congolaise était quand même une économie on estimait que ça allait quand même impacter l'Afrique, parce que c'était une économie qui était avancée. À l'époque, je me souviens, on était au même pied d'égalité que l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Et aujourd'hui, fort malheureusement, nous constatons que l'économie congolaise est une économie de consommation. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas beaucoup misé sur la production et surtout la diversification de l'économie congolaise. C'est-à-dire que l'essentiel de ce que nous faisons, et surtout parce que notre économie qui est basée beaucoup plus sur les matières premières, avec l'exportation de nos matières premières à l'état brut, toutes les exportations qui se font, c'est beaucoup plus ces matières-là. Et quand nous importons que le produit, ce qu'on appelle les produits agroalimentaires, c'est-à-dire les produits de consommation. Les premières nécessités. Les premières nécessités. C'est-à-dire que nous exportons, oui, nos matières premières, depuis 1960 jusqu'à nos jours, mais nous importons que les produits de consommation. Et ce qui fait que depuis toutes ces années-là, on n'a pas si renversé la tendance. Donc, on met un bonguissement pour que nous puissions avoir une certaine balance, un certain équilibre entre la production et la consommation. Donc, nous n'avons pas vraiment d'industrie, des entreprises qui permettent aux Congolais de produire, à exporter à l'extérieur. Ce qui fait que voilà, on est beaucoup plus ou moins une économie de consommation. Nous sommes plus ou moins une économie de consommation. Okay. Monsieur Ngenge, par rapport à ce que vous venez de dire, l'erreur provient des économistes ou bien des politiciens? Ok, une question aussi importante. Je dirais que c'est beaucoup plus les politiques, nos politiciens. Parce que quand vous regardez les nombreuses crises autour Namboka Oyo, c'est beaucoup plus des crises économiques. Et ces crises ont impacté l'aspect, des crises politiques qui ont impacté l'aspect économique. Vous savez, dans un pays, lorsqu'il y a instabilité, aucun investisseur ne peut venir. Qui voudra mettre son argent là où il y a des coups de balle? On dit l'argent n'aime pas le bruit. Alors, donc il y a d'abord la crise politique qui impacte sur l'aspect économique. Et ce qui fait que voilà, depuis 1960 jusqu'à nos jours,
On ne fait que, voilà, il y a toujours le même problème qui revient chaque jour. Et c'est bien dommage pour notre pays. Bon, qu'on revienne un peu en arrière en disant notre économie est une économie de consommation. Okay. Vous venez encore de dire c'est une erreur purement des politiciens. Effectivement. Comme c'est une erreur qu'ils fassent pour que cette erreur ne revienne plus dans des années à venir. Ok. Déjà, la situation politique congolaise est tellement complexe. Là, on doit vraiment le dire parce que le Congo est au centre des discussions mondiales. Vous trouverez aujourd'hui avec les cobalt et pratiquement toutes les matières premières qui entrent dans la fabrication de batteries, de téléphones. Et la plus grande partie, ça se trouve ici au Congo. Et donc, je pense, à mon sens, ce n'est pas facile de pouvoir stabiliser la situation politique au vu de ces éléments-là. Et surtout, nous avons des politiciens, moi je pense que ce sont des gens qui n'aiment pas ces pays. Ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas pour les générations futures. Ils sont là pour leur vente, ils sont là pour s'enrichir, sans pourtant savoir est-ce que l'action que je suis en train de mener, est-ce que c'est une action qui est salutaire ou pas? Très souvent, nos politiciens, vous voyez un peu. Et quand nos politiciens ne se posent pas ce genre de questions, ça fait que nous puissions avoir chaque élection des crises politiques, et ces crises politiques qui feront en sorte qu'il y ait des crises économiques, la pauvreté, le chômage et tout ce qui va avec. Donc, je dirais, oui, il y a d'abord la crise politique qui affecte l'aspect économique. Nos politiciens, quant à eux, ne réfléchissent pas pour essayer un peu d'orienter les choses dans la plus belle manière, même si les pays au centre des discussions mondiales par rapport à nos matières premières. Mais si nous avons au moins des gens qui réfléchissent, nous avons quand même des patriotes, d'ailleurs, c'est ça le terme, des patriotes, des gens qui aiment ce pays, peu importe ce qui se passe, les choses pourraient changer. Je vais vous illustrer un élément. Vous connaissez ce qu'on appelle les pays des BRICS. Les pays des BRICS, nous avons, il y a le Brésil, il y a l'Inde, il y a la Russie, il y a la Chine, et puis il y a la Corée du Nord. Non, pas la Corée du Nord. Il y a la Chine, donc il y a la Belgique, qu'est-ce que je dis? Il y a le Brésil, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Inde, la Chine, je crois que c'est les 5, et la Russie. Voilà, les pays des BRICS. Ces pays ont refusé la dépendance occidentale. Ils ont vraiment refusé la dépendance occidentale. En refusant la dépendance occidentale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrangé les choses de l'intérieur. Là où il y avait la corruption, ils ont banni la corruption. Là, il fallait arranger du côté éducation, investissement, et ils se sont d'abord concentrés sur eux-mêmes avant de pouvoir avoir... Je vais vous relancer un peu. Okay. Est-ce que la corruption bloque l'industrialisation? Bien sûr. De quelle manière? Écoutez. Vous avez suivi l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Et vous avez suivi les révélations qu'il a émises sur la place publique. Quand il y a des projets. Voilà. Ah bon. Donc, si vous voulez seulement la réponse par rapport à votre question, c'est ce qu'il avait dit. C'est-à-dire que l'argent, on a dit l'argent, oui, les pays ne manquent pas de l'argent. Les pays a vraiment de l'argent. Parce qu'à l'époque, on avait un budget, pratiquement, on a commencé avec un budget de 300 millions. Actuellement, on est pratiquement à 17 milliards de dollars. Vous voyez un peu. Alors, si c'est 17 milliards en termes de budget, vous prenez, on dit 90%, ça va vers les institutions. Mais si vous n'injectez pas une partie dans l'industrialisation, dans la création des industries, pas seulement des industries extractives, mais des industries de transformation de produits, vous pensez que nous allons avoir cette situation? Les choses allaient peut-être changer.
Donc, la corruption entrave l'industrialisation aussi de l'économie congolaise. La corruption entrave l'industrialisation congolaise. Oui. Ça nous empêche même de produire plus. Oui, effectivement, parce que on ne peut exporter ce qu'on a produit. Vous voyez un peu, si vous ne produisez pas, vous n'avez pas exporté. Et ce que nous exportons, c'est quoi? C'est les matières premières à l'état brut. Est-ce que le Congo peut seulement exporter les matières premières? Bon, écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'avais suivi le président Tshisekedi pendant la campagne électorale, je crois, c'était en 2023, je crois, 2023, sa réélection. Pendant la campagne électorale, il avait émis une idée que j'avais trouvée salutaire, c'était celle de pouvoir, il parlait de la revanche du sol sur le sous-sol. Je ne sais pas si vous avez encore une idée là-dessus. Il avait compris que notre économie était basée sur les matières premières. Et les matières premières que nous exportons, c'est à l'état brut. Oui, c'est le seul secteur. Nous exportons à l'état brut et fixe les prix. Effectivement. Et c'est dommage par rapport à ça, parce que nous dépendons des fluctuations internationales. Vous voyez un peu. Et quand le président Tshisekedi a émis cette idée-là, là où j'étais, je me disais, oui, c'est quelque chose qu'on devrait soutenir et encourager. C'était la revanche. Ça n'a pas marché. Je vais en venir. La revanche du sol sur les sous-sols. Quand on parle de la revanche du sol sur le sous-sol, on voit directement comment vous appelez ça, l'agriculture. Or, c'est l'agriculture que nous avons de produits agricoles. Et ces produits agricoles viennent soutenir la consommation nationale ou locale. L'excédent de la consommation locale permet que nous puissions faire quoi? Exporter. Et quand nous exportons, il y a quoi comme résultat, ou je sais pas, c'est l'entrée des devises. Et les devises, quand les devises entrent, là je parle des dollars principalement, les devises entrent, ça vient soutenir la monnaie nationale. Il y a stabilité. Vous voyez un peu. Et quand je vis ça, je m'étais dit, ouais, on devait vraiment soutenir. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. L'économie est restée essentiellement minière. Notre budget qui dépend, je ne sais pas si j'ai encore bonne mémoire, à 30 ou entre 30 ou 40% de recettes minières. Vous voyez un peu, c'est-à-dire la contribution du secteur minier dans le PIB, c'est pratiquement 30 à 35% dans notre économie. Et quand l'idée est venue, moi j'avais soutenu. Mais jusqu'à présent, on a l'impression comme si ça ne se parle plus. On ne parle plus de l'agriculture. Or, dans l'agriculture, vous voyez seulement l'agriculture, mais c'est un secteur. Et ce secteur a aussi ses exigences. Parmi ces exigences, c'est peut-être aussi les infrastructures. Est-ce que nous avons des infrastructures suffisantes permettant à soutenir ces secteurs? Quand je parle des infrastructures, je vois les routes. Les routes en dessert, comment on appelle ça, agricole par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui produit à Bandundu, la consommation peut être ici à Kinshasa. S'il n'y a pas de routes, les histoires qu'il produit, c'est-à-dire ces produits agricoles, vont rester là-bas. Et quand ça reste là-bas, ça ne viendra pas ici. Et ici, on sera frappé par ce qu'on appelle la malnutrition. Raison pour laquelle les riz qu'on importe coûtent moins cher que les riz qui sont produits ici au Congo. Effectivement. Parce que oui, vous savez, un économiste, un agent économique, avant de fixer les prix, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Le calcul, le transport, effectivement, le coût des matières premières. Effectivement, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs variables. Vous voyez un peu, si vous n'arrangez pas ces variables-là, ça va avoir un impact sur le prix. L'État congolais ne favorise même pas que le Congolais puisse investir. Et effectivement. En trop fixant des taxes. Et tout ça. Ça aussi, c'est un problème structurel. Il y a eu un débat, on a eu à débattre sur ça, mais sauf que on n'a pas trouvé de solution par rapport à ces problèmes. Oui, c'est un problème parce que nous disons en économie, trop d'impôts tue l'impôt. C'est M. L'Enfer qui avait dit ça. Effectivement. Donc trop d'impôts tue l'impôt. Donc quand vous fixez beaucoup plus d'impôts,
bah, ça ne vient pas soutenir l'économie, ça ne vient pas soutenir les agences économiques. Vous voyez un peu. Il faut essayer un peu d'alléger. Donc, je parlais des infrastructures, par exemple. Les infrastructures pour la production agricole, nous n'en avons presque pas. Est-ce que vous savez que la RDC a pratiquement 80 millions d'hectares de terres arables? Est-ce que vous le savez? Je sais. Et vous imaginez comment expliquer sur ces 80 millions, il n'y a que 10% qui sont exploités. Nous le voyons d'ailleurs. Si vous êtes sur le mont Mangangue, vous allez voir que même là où nous habitons, c'est peu. L'espace qui est vert là, c'est trop. Voilà, 10% seulement. Et ces 10%-là, c'est aussi la production agricole archaïque. Archaïque et artisanale. Artisanale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des industries, il n'y a pas des machines dernier cri, c'est-à-dire avec la technologie actuelle, les nouvelles technologies. Il n'y a pas... oui, la main-d'œuvre peut être là, mais ce n'est pas une main-d'œuvre qui est qualifiée. La main-d'œuvre est restée une main-d'œuvre, je dirais, qui n'accompagne pas, vous voyez un peu, qui ne peut pas accompagner pour l'instant l'économie congolaise ou la production agricole. Vous voyez un peu, parce qu'il faut former ces gens-là avec des nouvelles technologies, en matière de la production agricole. Tout ça, ce sont des problèmes qui font en sorte que voilà, notre économie reste toujours axée sur le mine, alors qu'on avait des idées pour diversifier notre économie en partant par pas mal de secteurs. On a parlé de l'agriculture. Il y a d'autres pays qui ont opté pour le tourisme. Vous voyez ce qui se fait. Nous, si nous dépendons, je crois que ce n'est même pas à 30%, même à 60% des minéraux, je crois. Parce qu'on on produit absolument rien. Bon, je ne sais pas, j'ai pris les chiffres officiels, je dis... non, là, je suis en train d'imaginer comment nous... Oui, effectivement, bon, il y a eu des choses qui ont changé, effectivement, avec les différentes crises qu'il y a, et il peut y avoir certains ajustements, et je ne vous en tiens pas rigueur, tout ça, mais ce qui est sûr, on peut retenir que les secteurs miniers contribuent énormément dans l'économie congolaise. Sans ces secteurs-là, l'économie congolaise est par terre. Vous voyez un peu. Et ça, c'est un fait. Et maintenant, nous avons, je ne sais pas, est-ce que pourquoi nous ne... Bon, je ne peux pas vous poser la question, mais je me pose la question pour dire, pourquoi nous ne pensons pas à la diversification de l'économie congolaise? Ça peut être aussi l'une des questions. Oui, c'est l'une de mes questions. C'est pour laquelle j'allais vous poser cette question en disant, la fiscalité ne bloque pas. Parce qu'il n'y a pas que l'État qui est un acteur économique. Il y a aussi le ménage, les entreprises. Et ce n'est pas la fiscalité qui bloque la production. La production. Ben, écoutez, moi je pense que quand on parle des... Quand vous voulez changer quelque chose, il ne faut pas seulement que ce soit des paroles en l'air. Ça doit être des politiques économiques bien pensées. Chose que nos candidats, que ce soit président, députés, ne font pas. Est-ce qu'ils ont d'abord des bureaux d'études? Est-ce que nos partis politiques ont des bureaux d'études? Je ne crois pas. Je ne sais même pas. Est-ce qu'ils ont, je parle, c'est de l'opposition, c'est de la majorité. Est-ce qu'ils ont des bureaux d'études? C'est-à-dire des gens qui sont là en train de réfléchir sur comment changer des choses dans notre pays. Non, parce que souvent, eux pensent en mangeant. Ils pensent comment chercher à avoir l'argent, raison pour laquelle ils investissent plus sur le minerai. Mais c'est ça, mais on est là pour... voilà comment on va dire l'importance de cette émission également, c'est pour éveiller les gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester là en train de discuter, de critiquer, tout ça, mais on doit penser pays. Penser pays, c'est avoir des idées qui permettent les changements. Est-ce que la fiscalité bloque la production? La production, quel type de production? Nationale, agricole, industrielle? Non, ça, le problème fiscal en RDC bloque au moins la production locale des agents économiques locaux. Voilà. Ça aussi, c'est une question importante qu'il faut essayer un peu d'en parler parce que
On a parlé de trop d'impôts, til impôts. Ça fait partie des principes économiques. Et quand vous regardez les tissus économiques congolais, vous allez vous rendre compte que une maman qui a une boutique, mais la journée, il y a plusieurs services qui vont passer pour collecter, je ne sais pas, des taxes. Alors que ce qui est la même la police vient collecter. Bon, même la police. Là, je n'entre pas dans. Non, hier je suis descendu. Il y a une mission qui sera passée ici. Okay. Hier, je suis descendu dans la rue. J'ai vu même, il y a un monsieur qui a dit la police passe le samedi récupérer l'argent de Salongo. Bon, là, je n'entre pas. Si c'est tel est le cas, moi, je pense qu'on doit condamner. Ça ne peut pas être normal. Mais je pense que nous devons évoluer peut-être. Et je disais, moi, je suis contre la multiplicité des taxes. Vous voyez un peu, je suis vraiment contre. Parce que nous devons alléger la situation de l'homme congolais. Surtout l'acteur économique congolais. Nos mamans qui sont dans le marché. Nos yaya. Je dirais toutes ces personnes-là qui, malgré la situation économique du pays, essayent un peu de pouvoir s'épanouir. Mais quand vous mettez trop de taxes, c'est pour faire quoi? Les anéantir. Les décourager. Les décourager. Les asphyxier. Or, ce n'est pas normal. L'État est là pour accompagner l'acteur économique, pour accompagner les gens qui ont des projets de développement. Allez même dans des écoles privées. Vous allez voir, il y a trop de bureaux. Trop de bureaux qui viennent demander. Bon Anigno, bon Eloko. Plus de 10 bureaux. Là, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. On doit les dénoncer. On doit vraiment les dénoncer. Et ça ne date pas aujourd'hui, je le sais. Mais ça ne devait pas continuer parce que ce n'est pas normal. Vous voyez un peu. Ce n'est pas normal. Il y a des pays où, quand vous allez en termes de taxes, vous ne sentez pas que l'État est en train de prendre quelque chose en vous. Vous voyez un peu. Les taxes sont tellement légères. Et ça vous permet de pouvoir penser, ah voilà, c'est un pays, il faut que notre pays soit attractif. Vous voyez un peu, nous devons avoir un pays attractif, un pays qui encourage l'investissement. Pour permettre à la monnaie nationale de respirer. Et effectivement, parce que vous pouvez avoir des matières premières. Hein? Et c'est que vous devez comprendre aussi que les matières premières sont épuisables. Épuisables. C'est une chose à épingler. Ils ont des ressources naturelles épuisables. Vous avez vu, c'est que le pays des Golfe, on a parlé de les Émirats arabes, il y a les Qatar. Et ce sont des pays qui ont bénéficié du boom pétrolier. C'est-à-dire que quand ils ont fait des gains importants en ce qui concerne le pétrole, ben, ils ne se sont pas limités qu'au pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont diversifié leur économie en misant sur le tourisme. Aujourd'hui, ben, tout le monde veut visiter. Voilà. Dubaï. Mais c'est un projet. C'était un projet à l'époque. Donc, on peut dire, chez nous, nous manquons des leaders capables de projeter le Congo dans 50 ans. Donc, plus nous raisonnons, plus nos politiciens raisonnent seulement avec la politique conjoncturelle que la politique structurelle, c'est ce que je pense. Voilà. C'est que sûr, on a quand même des gens, à qui nous pouvons dire que voilà, telle ou telle autre personne mérite d'être là et les choses pourraient changer. Nous avons quand même des personnes. On a des gens. Sauf que le problème, c'est l'homme congolais. Ok? Je ne sais pas si c'est spirituel, mais l'homme congolais a quelque chose là qui est une sorte d'affrêt au développement. Vous voyez un peu. C'est-à-dire quelque chose là qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre. Je ne sais pas si c'est spirituel. Parce que comment expliquer? De 1960 à nos jours, on est en train de patauger. On est en train de chercher à sortir encore. Alors qu'il y a des pays à qui on n'imaginait même pas qu'ils allaient devenir ce qu'ils sont aujourd'hui et qui nous ont dépassés. De loin même. De loin. Je vous ai dit, le Canada, la Chine, vous prenez la Corée du Sud. Qui venaient chercher les riches chez nous ici.
Mais est-ce que nous pouvons, aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir sur la même table avec les Chinois? Non, même pas sur la même table, même pas dans une même parcelle. Nous serons loin d'eux. Vous voyez un peu. Et comment sont-ils arrivés à bouleverser les choses jusqu'à donner l'insomnie aux pays occidentaux? Aujourd'hui, voire même les États-Unis. À peur d'eux. Aujourd'hui, on est en train de dire que dans 10 ans ou 15 ans, la Chine deviendra la première puissance économique, la première puissance militaire. Vous pensez que ce sont des paroles? C'est le travail. Est-ce que nous misons sur le travail? Bon. Non, on ne mise pas sur le travail. Pourquoi? Parce que je me pose aussi une question. Si vous pouvez nous répondre et nous éclaircir, si on ne peut pas diversifier l'économie, nous pouvons au moins transformer nos minéraux en produits finis. Est-ce que nous avons des industries de transformation? Donc là, on revient sur le point. Est-ce que là aussi, c'est un problème? Est-ce que c'est un problème de tête ou de moyens? Bon, les moyens, je ne pense pas, mais il y a un problème de tête. Mais aux universités, nous avons des professeurs. Mais attendez. On a des éminents professeurs quand même. Je suis sorti de l'université de Kinshasa, loin de moi l'idée de jeter de l'opprobre. Donc vous voulez dire que nos professeurs sont théoriques et pratiques? Eh bien, vous savez, les systèmes éducatifs congolais, notre système là, ça date de quand? Est-ce qu'il y a eu grand chose en termes de changement? Il n'y a même pas de changement, mais des changements de nom, des premiers secondaires à 7e. C'est-à-dire que le pays a un problème sérieux. Et ce problème-là, il faut que les gens puissent réfléchir. C'est-à-dire qu'on mette d'abord nos tendances politiciennes à côté et qu'on réfléchisse pays. On a des sérieux problèmes et des sérieux problèmes. Vous voyez un peu. Et nos universitaires, bon, je ne sais pas. Nous avons des professeurs, des éminents professeurs, mais qui sont devenus tous des politiciens. Vous voyez un peu. Moi, je me souviens à l'époque, on nous disait tout le problème de la société, c'est-à-dire tout ce qu'on peut rencontrer comme problème dans la société, sont envoyés à l'université pour chercher des solutions. Voilà. C'est l'université qui conçoit les politiques. Ici, les professeurs, ce sont les professeurs qui cherchent les problèmes. Voilà. On va recourir. Donc c'est l'université qui conçoit des politiques permettant à résoudre le problème de la société. Mais si tous ces professeurs-là sont devenus des politiciens, est-ce qu'il y a des cadres et des réflexions pour ce qui se passe dans notre pays? Donc notre problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement un problème de moyens. De moyens, non, mais c'est un problème de tête. De tête. L'homme congolais, l'élite congolaise. Ok. Donc l'homme congolais n'a pas compris le poids qu'il porte en lui en ce qui concerne le devenir de ce pays. Ok. Il n'a pas encore compris. Parce que comment vous pouvez imaginer, c'est chaque cycle électoral qu'on a un conflit. Oui. Pourquoi? Est-ce que tu peux imaginer? Oui. Il n'y a que deux conflits. C'est-à-dire qu'en lieu de place de penser développement, on doit penser résolution de ce conflit-là. C'est-à-dire que toutes nos têtes sont dirigées vers la crise politique. Raison pour laquelle il y a un professeur, un abbé, qui fut mon professeur de philosophie de développement à l'université catholique, lui disait, si un pays tourne toujours autour des articles, ce pays est loin d'être développé. Donc là, je lui donne raison parce que, avec tout ce qu'on vient de se parler ici, ce que vous venez de nous dire, ça montre noir sur blanc que notre problème, nous sommes encore au début d'accepter d'abord la constitution que nous avons eu à établir et d'évoluer. Vraiment, moi, je suis en train d'englober pratiquement tout le monde. Je pense que nous devons vraiment faire quelque chose pour ce pays. Et surtout la jeunesse. La jeunesse doit être le pilier du développement de ce pays. Mais pour renforcer la jeunesse, pour que la jeunesse soit le pilier de notre développement, il faut un accompagnement d'investissement, un accompagnement du gouvernement. Mais déjà, bon, vous savez... Parce que hier, excusez-moi de vous couper. Vous pouvez voir la vision d'un président de la République à travers son programme de gouvernement. Est-ce que vous pouvez déjà comprendre les résultats que les présidents, qu'est-ce que je dis? Pas le programme du gouvernement. Oui, il y a un programme du gouvernement.
mais l'affectation du budget. C'est-à-dire, quand on conçoit les budgets, on dit quoi? Ce sont des prévisions, non? Prévisions, oui. Des dépenses et des recettes. Certes. Essayez maintenant de voir les rubriques en termes de dépenses dans notre budget. Ça va vous permettre de comprendre est-ce que ce président est en train de réfléchir au développement. Si déjà dans notre budget, nous prenons 70 à 80% pour les fonctionnements des institutions et l'investissement. Et maintenant, là, c'est seulement le fonctionnement des Je parle des institutions. Il faut payer les enseignants, il faut payer les fonctionnaires. Donc, les militaires. la grande partie de notre budget, c'est les institutions. Et en termes d'investissement, de l'emploi, de réforme, tout ça, c'est des petits pourcentages. Et comme ça, nous allons changer les choses. Je ne pense pas. Déjà, le budget vous permet de comprendre si ce pays est sur l'orbite du développement. Vous voyez un peu. Et c'est bien dommage. Et c'est récurrent. Chaque président qui passe, c'est pratiquement la même chose. Bon. Merci, M. Nguenge. J'ai une question qui peut nous relancer dans d'autres choses. Un pays qui ne produit pas, peut-il réellement être indépendant? Okay. Merci beaucoup par rapport à la question. C'est une question importante. Déjà, nous devons retenir qu'aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie. Aucun pays au monde ne peut se renfermer sur soi-même. Nous sommes appelés à nouer des relations avec d'autres États en matière de la production, de consommation. C'est-à-dire que nous pouvons acheter de l'extérieur, tout comme nous pouvons vendre à l'extérieur. Voyez un peu. Même les États-Unis aujourd'hui et tous ces grands pays, toutes ces grandes nations n'échappent pas à cette règle-là. La production, donc l'exportation et l'importation. Voyez un peu. Mais à la seule grande différence, c'est que nous devons avoir des politiques qui permettent à équilibrer cette balance-là. Parce que quand vous avez une économie qui ne produit pas, vous serez dépendant de l'extérieur. Vous voyez un peu. C'est-à-dire quand vous ne produisez pas ce que la population locale veut, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher ça ailleurs. Quand vous cherchez ça ailleurs, ce sont les importations. Et pour importer, il faut avoir quoi? Des devises. Vous voyez un peu. Et quand les devises là proviennent essentiellement, pour notre cas, les exportations de nos matières premières. Donc, vous aurez toujours tendance à avoir ce déséquilibre-là sur le plan de la balance des paiements. Vous voyez un peu. Et donc, je dirais, en termes de proportion, si vous avez un pays qui a tendance à dépendre de l'extérieur, ok, c'est pas une bonne chose. Parce que notre économie va beaucoup plus se comporter aux fluctuations extérieures. C'est-à-dire, quand il y a baisse des matières premières, par exemple, ça va nous affecter énormément. Quand il y a hausse, ça va nous soulager, comme le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, sur le plan international, les matières premières se comportent tellement bien et nous avons quand même des devises. Et voilà pourquoi notre budget est quand même soutenu et on a un PIB qui est quand même assez soulagé parce qu'il y a quand même ces fluctuations qui nous arrangent. Vous voyez un peu. Mais si vous avez cette dépendance à des proportions importantes, c'est inquiétant. Voilà pourquoi, dans une économie, vous ne devez jamais avoir une économie mono-sectorielle. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a que les matières premières. Il n'y a que les matières premières. Non. Nous, à l'époque, on a pensé sur la diversification de l'économie congolaise. Vous voyez un peu. Quand on diversifie l'économie congolaise, c'est pour faire quoi? C'est pour permettre est-ce que d'autres secteurs qui étaient laissés puissent s'essouffler un tout petit peu. Si il y avait, vous savez, nous importons en termes de produits
j'avais dit des premières nécessités, pratiquement, on est à 3 à 4 milliards de dollars. Imaginez si ces 3 à 4 milliards de dollars restaient ici dans le pays. Ça allait avoir un impact parce que ce sont des entreprises qui sont créées, ce sont des emplois qui sont créés, ce sont des taxes qui sont collectées. Vous voyez un peu, ça allait avoir un impact positif. Et cet impact-là est mesuré par notre monnaie. Effectivement, effectivement. Parce que la monnaie, oui, j'ai vu ce qu'on a fait dernièrement avec, comment il s'appelle encore, le gouverneur de la Banque centrale. Les gens se sont tapés des... Il a injecté le devises dans le marché effectivement, pour essayer un peu de baisser les taux du dollar. Mais actuellement, on a un problème. Le taux commence à revenir. Hein? On n'a pas assez de sous pour payer les gens. Vous voyez un peu. Parce que notre économie, oui, il y a des devises qu'on a injectées. Ok? Des devises, il y en avait en abondance. Vous connaissez la loi des Gresham, je crois. On dit quoi? La mauvaise... la bonne monnaie chasse la mauvaise. Vous voyez un peu. Et les gens se sont accaparés du dollar. Des dollars. Non, attention. Cette partie, je pense qu'on doit bien expliquer ça. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Voilà. On doit bien expliquer ce qui s'est passé. Il y a ce qu'on appelle les taux d'échange. Dans notre pays, c'est beaucoup plus les dollars avec les francs congolais. Vous voyez un peu. S'il y a plus de francs congolais, hein, s'il y a plus de francs congolais dans le marché, ok, par rapport à dollars, c'est-à-dire que au tali quantité à francs congolais, au tali quantité il y a dollars, au monde qui est quantité à francs congolais, ils ont ébélé par rapport il y a dollars, les taux d'échange fait quoi? Augmentent. Pourquoi augmente? Au monde bon ils ont en abondance. Ils ont sous désiré. Vous voyez un peu, ils ont désiré. C'est-à-dire, au gros, qu'il y a au Koutiango, qui a peu Koutiango, qui a peu Senini, au Koutiango. Bah, tu vas désirer le soutien. Alors, qu'est-ce que les agences économiques font ou la population? À Kolinga, pour garder, hein, monnaie, mon stable. Hein, pour se prémunir. Effectivement, mais vous voyez un peu. Et parce que déjà au moins que la demande en termes il y a devises la plus importante. La demande en devises est la plus importante par rapport il y a demande il y a francs congolais parce que francs congolais en Angoana. Bon on a sur ligne. Mais demande en devises est la importante. Vous voyez un peu. Et cette demande est importante et que il n'y a pas une offre capable de ça nini. Il y a qu'on soit en charge. Vous voyez un peu. Les taux fait quoi? Augmente. Donc taux augmente. On était tout bandaka na 92 tout keti tout commis na 29. Tout kiti parce que on a injecté les devises. C'est que les devises est comme belé par rapport à nini, il y a francs congolais. C'est-à-dire que pourquoi vous avez gardé sous dollar alors qu'ils en ont donc tout ça comme ça dollar na bango. Voyez un peu. Quand les gens font sortir les dollars, ça vient soutenir la monnaie locale qui est les francs congolais. C'est à long terme. Non, là c'est une politique qui est à court terme. À court terme, donc chose qui n'est pas encouragée. Et là aussi et sali que au Moni, j'ai vu le gouvernement congolais, je crois pratiquement la Banque centrale à émettre bon de trésor, hein, bon de trésor, bon BCC, c'est-à-dire ça, nettement titre, moi bouillana pour na kosomba. Voilà, effectivement, à émettre. Pourquoi? Parce que à ça pour ça mbongo, mbongo ça t'es pas fou tabac. L'essentiel y a ba taxe. Oyo à l'État qui wana à collecteur na taux à combien? Na 22 alors que ba prévision budgétaire ou tout ça on a ba taux à ba 28 chose que le professeur Godin épinglé voilà. Vous voyez un peu, c'est-à-dire écart wana yango moni qui ba émettre ba bon BCC
bon des trésors pour na kosa nini bazwa mbongo bafuta ba. Ouais, un peu. Donc c'est une politique qui est oui, une politique conjoncturelle, c'est juste pour résoudre les problèmes à court terme, mais c'est pas pour essayer un peu de toucher les fonds, hein, de l'économie congolaise où ils ont un problème beaucoup plus structurel. Ah, merci, M. Ngenge, pour l'éclaircissement. Pour la question que nous posée. Donc, tu dois comprendre que dès que tu as consommé mine, tu dois produire, Ok. il y a impacté monnaie nabiso. Effectivement, parce que tu me dis que sur la langue, tu dis que ceux qui tu as beaucoup plus dépendant, hein, na devise. Où fait quota à chaque fois que tu as nini, tu as exporté. Vous voyez un peu, c'est-à-dire tu as exporté ba devise quoti et que soutenir monnaie nabiso. Tu exporté ba devise quoti et que soutenir monnaie nabiso parce que vous savez les importations que nous faisons c'est en dollars, c'est en devises étrangères. Parce qu'aux devises on est où tawa. Et ça contrepartie ba bloko tozo biso tant to teki mbongo ne quoti ngo ko permettre tant ba agent économique ba koya. Hein? Bakoya bon bateka na franc congolais. Bakoke na banque centrale du Congo. Ateke la bango idée devise. Banque centrale na ko za ba devise na ba réserve ne ndako pesa bango ba sali ba importation. Vous voyez un peu. C'est comme ça les schémas et tout ça. Et plus besoin importer que vous exportez, monnaie na biso zala toujours faible. Merci, nous voici à la fin de notre émission. Pour conclure, la RDC est riche, mais la vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'on extrait du sol. Elle se mesure à ce qu'on transforme et consomme localement. Et pour ce faire, pour favoriser plus transformation que consommation. Petoyeba, pour renforcer l'investissement et pas d'argent économique local, pour soutenir monnaie nabiso. Tout beau sanate, trop d'impôts sur l'impôt.